Bonjour les amis, nouvelle émission Remettons les pendules à l'heure, bien que là il s'agisse un peu plus de remettre les pendules à l'heure puisqu'il est question plutôt de la survie de l'humanité. Alors ça vous semble peut-être un peu grandiloquent comme discours, mais pas du tout, nous y sommes. Donc c'est vraiment avec mon cœur, avec mes tripes qu'aujourd'hui je fais cette vidéo et je la lance comme on lance une bouteille à la mer. En effet, l'humanité avait deux choix. Évoluer, ça nécessitait une évolution afin d'être capable de s'organiser à l'échelle internationale, alors qu'en fait on a plutôt l'impression qu'on retourne au Moyen-Âge. Donc évoluer de manière à être complémentaire face à des enjeux qui, eux, se situent à l'échelle planétaire. Donc la logique, c'était de s'organiser à l'échelle planétaire internationale pour pouvoir y faire face. Alors je vous rappelle, on va faire un petit tour d'horizon. Alors là, vous voyez déjà la population mondiale, pratiquement donc 2021, je pense que maintenant on doit y être aux 8 milliards d'habitants. Alors que je me rappelle déjà il y a quelques années, on se disait quelle catastrophe si on arrive à 10 milliards. Oui, je vous ai dit 8 milliards, hein, bien sûr. Quelle catastrophe si on arrive à 10 milliards. Ben oui, on en est déjà pas loin. Alors, les problèmes de nourriture sont essentiellement dus encore pour l'instant à la pauvreté et à la pauvreté due au conflit. Mais les ressources agricoles risquent un jour aussi de manquer parce que la progression de la population, c'est une progression exponentielle. Hein. C'est-à-dire que du jour où quand vous étiez, il y avait 1 million d'hommes sur Terre, ben, il doublait la population, ça faisait que 2 millions. C'était pas un problème pour la Terre de les nourrir. Mais à partir du moment, même sans agriculture, mais quand vous êtes 8 milliards, vous comprenez bien que si on double cette population, on arrive à 16 milliards, alors qu'à 8 milliards, on y arrive déjà juste, bah, ça ne peut pas faire. Hein. Et là, donc, en quelques générations, vous pouvez avoir vraiment vous retrouver dans une situation catastrophique sans avoir vu rien venir, parce que heureusement, la production agricole augmente plus pour l'instant que la démographie, mais il faut bien se dire que la progression agricole n'est pas non plus sans avoir des inconvénients. Elle se fait au détriment des forêts, elle se fait avec de la pollution, et à un moment donné, eh bien, ça ne fera plus. Puis il y a aussi les problèmes des ressources minières, n'est-ce pas? Bon, je ne vous ai pas sorti les chiffres, mais c'est aussi, renseignez-vous, vous verrez, catastrophique. Alors, pour les recherches minières, l'idéal, ça serait la conquête dans l'espace. Puisque on pourrait effectivement exploiter les recherches minières des météores. Donc ça demanderait un monde de paix, une collaboration entre les États-Unis et la Chine, hein, puisque ces deux-là sont l'air d'être bien orientés sur ce sujet-là. Et s'il y en a un qui veut le faire sans l'autre, vous vous doutez bien que les États-Unis ne vont pas laisser la Chine contrôler l'espace, hein, voir qu'est-ce qu'elle va faire derrière la Lune, la face cachée de la Lune ou derrière la face cachée de la Lune ou sur Mars, parce que ce qui contrôlera l'espace contrôlera aussi la Terre. On a le problème des satellites, vous savez que ça devient une des vraies poubelles ambulantes là-haut, que ça tourne autour de la tête, des organismes privés qui s'en mêlent. Donc tout ça, ça mérite d'avoir une législation, d'avoir une coopération internationale, d'en limiter le nombre, et puis un jour de s'arranger pour pouvoir justement limiter les débris et tout, parce qu'en augmentant le nombre, on augmente le risque de collusion, hein, et on arrive à un moment donné, on n'arrivera plus à circuler tout simplement. Donc, il faut se préserver notre zone péri-terrestre, hein,
et il faut vraiment s'axer sur ces problèmes de recherche minière. Bon, alors, de manière plus terre à terre, on va faire un petit tour pour vous montrer un peu l'état de notre pauvre planète avec la pollution et comme elle pourrait bien un jour nous vomir tous. Alors, voilà, donc ça c'est une autre vidéo que j'avais fait. Vous avez les mégapôles côtières s'enfoncent dans le sol. Pour des dizaines de villes côtières parmi les plus populeuses du monde, la subsistance représente une menace plus grave que la montée des eaux. Ah, tiens, comment ça se fait qu'on ne nous en parle pas? Principal coupable, les activités humaines. Donc, puis épuisement dans les eaux de la nappe phréatique, donc du coup la terre s'enfonce. Il y a les mines aussi, dans le nord de la France on a le problème des mines, heureusement on n'a pas des mégapôles dessus. Mais imaginons que dans ces mines, justement, on mette des déchets nucléaires de longue durée. Qu'est-ce que ça va devenir si on a des phénomènes de subsidence? Je vous le demande. N'oublions pas que on a donc les problèmes de ressources énergétiques. Hein. Donc on voit qu'il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a que des problèmes avec toutes les énergies. La seule énergie qui marche, c'est celle qu'on ne consomme pas. Hein. C'est que là, on n'a pas de pollution. Parce qu'au niveau du nucléaire, on dira c'est parfait et tout. Après qu'on a eu tout de même le problème de Tchernobyl, le problème là, de Fukushima, hein, et non. Mais n'oublions pas qu'à La Hague, si on avait un accident, on a sous un vulgaire toit d'anciens réacteurs de centrales nucléaires qui trempent dans des bassines, hein, dans des grandes piscines. Si un jour il y a une catastrophe et qu'il y a une dispersion donc de cette radioactivité, eh bien c'est une zone bien plus grande que Tchernobyl qui risquerait d'être contaminée. C'est-à-dire qu'il faudrait évacuer la population, donc je suppose qu'on ne l'évacuera pas, d'une bonne partie de la Bretagne et de la Normandie. Donc, vous voyez, il y a tout de même de très gros problèmes. Le problème aussi, donc, alors on va voir qu'on continue dans les problèmes actuels déjà présents. Hein. Donc, on a vu la subsidence, on va en voir un autre. Alors voilà, 20 images de la Chine. Alors, vous voyez là, c'est tellement pollué. Le pauvre gamin, il n'a pas peur de nager là-dedans. C'est des algues qui poussent donc dans des eaux polluées. Vous voyez un peu. Hein. La Chine connaît un taux de croissance record depuis quelques années. Le peuple entre doucement dans la classe moyenne et l'accès à la consommation de masse. L'industrialisation folle ne se fait pas sans conséquences. Donc c'est surtout le Yangtze, je sais, qui est très pollué. Alors on va vous montrer d'autres photos, hein, toujours. Alors voilà, deux enfants qui nagent. Je ne vous explique pas au niveau hygiène les dangers auxquels ces enfants sont exposés. Donc l'autre, il nage, il y en a, on voit à peine un point jaune là. C'est un gamin qui est dans les eaux polluées industrielles d'un réservoir à Pingpor en Chine. Mais le fleuve lui-même, le Yangtze, qui est le plus grand fleuve de Chine, est pas pollué pareil. Là, vous le voyez au milieu des ordures. On va en voir d'autres. C'est des fleuves, hein, c'est pas des étangs. Voilà encore d'autres exemples. Hein. Les corps de petits cochons qui flottent sur la rivière de Pinghu, province de Zhejiang. Alors, vous voyez, là, je vous explique pas. Donc, ils ont vraiment un problème, les Chinois, avec l'eau douce, hein, parce que l'eau devient trop polluée. Voilà, vous avez encore ce phénomène embourré dans le slim vert, bah, c'est lié à la pollution. Celui-là, il se protège carrément, je ne sais pas trop ce qu'il fait. On va en voir encore d'autres.
Donc là, on a une marée noire. Alors après, vous étonnez que la Chine a un problème d'eau douce. Et quand il s'agit de milliards d'habitants, alors regardez dans quoi cette gamine est en train de reprendre de l'eau et de boire. Au-dessus, en fait, c'est des poissons morts et l'homme donc essaye d'enlever tous ces poissons morts. Alors voilà, vous voyez, on a la surface agricole mondiale. On a donc qui augmente, elle, très peu. Vous avez la population mondiale qui augmente de manière maximum. Et là, c'est la production alimentaire mondiale. Alors, vous comprenez bien que là, on est arrivé à un point névralgique. Si vous avez une surface agricole mondiale qui augmente peu, qui va même diminuer si les terres sont envahies par les eaux, si on a une augmentation aussi de la désertification, donc ça risque de faire flouche. La production, eh bien, on est peut-être déjà pas mal au maximum. Et si on a une surface agricole qui diminue, même si si on optimise au maximum ces surfaces, bah, vous doutez bien qu'à un moment donné, on sera un maximum. Donc, du jour au lendemain, on va se retrouver à ne plus pouvoir augmenter, à être là stable, et on a notre population mondiale, tant que les gens ne crèvent pas de faim ou s'entretuent pas tous, eh bien, qui va continuer à augmenter. Alors, vous me direz, c'est peut-être l'utilité des guerres, mais bon, on peut choisir, hein, peut-être. Hein. Il y a peut-être d'autres solutions que s'entretuer pour régulariser la population. Bien, alors, on continue. Alors, là, voilà. 1er août, incendie appelé McKinney en Californie, plus de 20 000 hectares de forêt à ravager. Toutes les années, on y a droit. Hein. Et c'est ce que... donc, tout est lié. Quand vous détruisez même la forêt amazonienne, hein, vous diminuez comment dire, vous avez pour conséquence d'augmenter aussi la vapeur d'eau. Hein, et la vapeur d'eau, c'est elle qui tient notre Terre à un certain climat. Donc si vous avez une brusque évaporation d'eau, vous allez augmenter l'effet de serre. Et cet effet de serre aura pour conséquence, eh bien, au contraire, de provoquer un réchauffement. Et dans des régions sèches où il ne pleut pas, ou pas trop, eh bien, vous allez avoir cet incendie. Les forêts créent à elles seules un microclimat. Et on sait que quand vous diminuez trop ces immenses forêts, elles disparaissent par elles-mêmes du fait de la sécheresse et des incendies spontanés. Donc ce qui est valable en Californie, un jour sera valable pour l'Amazonie. Et ça sera la fin du monde. Bon, une autre fin du monde. Passons à autre chose. Alors là, vous voyez, je vous fais une carte mondiale. Et pourquoi? Eh bien parce que là, vous voyez, vous avez le Japon qui est à l'intersection de trois plaques tectoniques, là, les Philippines, le Pacifique et la plaque euro-asiatique. Donc, quand on a construit Fukushima, on ne pouvait pas faire mieux, c'est l'endroit le plus dangereux au niveau sismique à l'échelle mondiale. Hein, on a trois plaques tectoniques qui se rejoignent. On en a une autre aussi sur la côte est par là, la côte ouest des États-Unis, par là également une petite plaque, là ça en fait trois. Enfin, c'est celle-ci là qu'on sait que le Japon est en subsidence. On sait que les plaques, là, je ne sais plus lesquelles, elles se chevauchent entre la Pacifique et celle de la plaque Pacifique, et puis peut-être celle des Philippines. Enfin, il y a deux plaques vous savez, les plaques tectoniques, des fois, il y en a une qui passe sous l'autre, mais des fois, elles peuvent être juste exposées. Et quand elles sont juste apposées, il y en a une qui subitement peut être soulevée un peu par l'autre. Et donc, ça engendrerait un tsunami
majeur. Donc le Japon a déjà connu pas mal de tsunamis. Et on s'attend à ce qu'à part les hauts sommets, il ne reste plus rien. Donc, face à une catastrophe, on ne sait même pas si on aura le temps même d'évacuer. Mais si jamais les Japonais sont conscients qu'ils vont disparaître, eh ben, est-ce que 140 millions d'habitants, si le reste du monde ne se soucie pas d'eux, est-ce que eux vont rester sans rien faire? Donc, est-ce qu'au niveau international, on ne pourrait pas prévoir déjà quelque chose pour éviter que ça se termine donc dans un conflit? Ensuite, vous avez, eh bien, on se balade en Méditerranée. Donc, vous avez vers l'Italie, là, vous avez Naples. Donc, à Naples, vous savez, les champs félégriens, c'est une caldeira qui est en activité. Hein, on voit, ça bouge tout le temps. Hein, il y a des mouvements du sol, etc. On n'a toujours pas évacué Naples. Hein, c'est toujours. Bon, on sait qu'avec ces petites rues, on n'évacuera pas la population. Euh, et là, elle est active. Et cette caldeira, si elle explose, mais c'est toute la région là qui saute. Hein. Pardon, écoute, excusez-moi. Ici. Et probablement, ça va s'étendre là un peu dans la direction de l'ouest. Et elle a déjà fait partie d'elle, cette caldeira, dans l'Antiquité. Et ça donne lieu à des famines. Par justement, sur plusieurs années, on a eu un tel empoussièrement qu'il n'y avait plus d'été, hein, c'était presque un hiver permanent. On a déjà vu ça pour ce cas-là, puis pour d'autres, comme en Indonésie, là, avec le fameux, la caldeira je crois comment elle s'appelle, Toba, un nom comme ça. Mais là, bon, pour l'instant, celle-ci reste tranquille. Ce qui est dangereux, c'est celle de Naples et évidemment le Yellowstone. Alors, c'est pareil, on vous dit, oh, ça va pas se produire tout de suite, on a quelques centaines d'années devant nous, la caldeira, elle est encore loin, les images satellites d'être remplis. Mais on sait maintenant qu'on ne peut pas prévoir qu'il peut y avoir des mouvements magmatiques qui peuvent la remplir brutalement. Et on revient à notre histoire de plaques tectoniques. Si on a un réchauffement planétaire, on a une évaporation des océans, on a donc une diminution de la pression sur les plaques, on aura une augmentation de la petite sismicité. Et quand il y a des petits mouvements de sismiques comme ça, et ben c'est ça qui va engendrer des grands mouvements sismiques. Et on sait les volcanologues le savent, que par rapport à d'autres périodes, on est dans une période de forte activité sismique. Donc, si ça vient qu'à se remplir, que ça pète là-bas, c'est une bonne partie des États-Unis qui vont dégager. Donc, voyez-vous, tout ça, c'est des mondes de paix pour avoir des accords pour évacuer les populations. Quant à la Russie, qu'elle ne se croie pas à l'abri. Hein. Si on a une fonte du permafrost, elle va avoir des problèmes. D'une part par l'instabilité des sols, on a déjà des gros trous qui se posent à des endroits, du dégagement de méthane qui peut tuer même les populations. Enfin, il peut y avoir tout un tas de problèmes. Je ne vais pas me lancer dans cette énumération-là, mais enfin, il y a de quoi s'occuper. Hein. Bon. Alors voilà, donc ça a évolué. C'était la première solution, on ne l'a pas choisie. On avait une deuxième solution. La deuxième solution, eh bien, c'est celle qu'on a choisie. On continue comme on a toujours fait, c'est-à-dire dans l'état d'esprit, eh bien, c'est le plus fort qui dirige le monde et qui s'impose. Donc vous avez compris, si de ce que je parle, eh bien, je parle de la guerre d'Ukraine, hein, et je parle aussi des souffrances des petits peuples, je pense à d'autres, hein, il n'y a pas que, mais je pense à l'Arménie, je pense au Yémen, etc. Donc, on va faire un petit tour à ce sujet. Voilà. Donc, vous voyez, non. Voilà. Donc, vous voyez, Pékin accuse Washington d'être à l'origine de la crise en Ukraine au travers de son plan de livraison d'armes à Kiev. Le ton se durcit entre la Chine et les États-Unis. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères accuse les États-Unis d'avoir déclenché la crise, etc.
Donc, eh ben, c'est bien beau de dire ça, Monsieur le Président, mais il faut que la Chine propose un plan de paix. Alors, je vais vous montrer une autre possibilité qui ne plaira pas trop aux États-Unis, donc il faudra trouver une compensation vis-à-vis d'eux. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, nous avons les routes de la soie. Alors, route de la soie, vous avez la bleue, celle qui part par la mer, et la nouvelle route de la soie par terre. Vous voyez, elle passe comme ça. Elle va jusqu'à Hambourg, Rotterdam, elle peut passer par Londres aussi, il me semble. Oui, Londres doit être par... Bon, bref. Et donc, il est prévu, oui, qu'elle aille de la continuer ensuite avec le ferry, là, que ça aille jusqu'à Londres. Donc, la route de la soie, c'est-à-dire la voie commerciale qu'entend créer la Chine avec des relais tout du long, etc., par où va passer. Et vous voyez que cette fameuse nouvelle route de la soie commerciale des Chinois, eh bien là, elle passe là. Elle passe par l'Ukraine, à peu près au milieu de l'Ukraine, entre justement cette fameuse région du Donbass et la partie ouest de l'Ukraine. Donc la question qu'on peut poser, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, puisque à la fois garant de leur ligne commerciale, une garantie de la sécurité des Ukrainiens par une sorte de par l'ONU et qui soit fait par la Chine, hein, entre la partie d'une zone démilitarisée entre l'Ukraine de l'Ouest et donc ce Donbass. D'autre part, eh bien, vous avez la plupart des Ukrainiens qui ont fui, ceux qui étaient pour l'Ukraine, qui ont fui le Donbass, hein, et on, on pourrait peut-être proposer à certains, aux Ouïghours qui sont dans des camps, aux Ouïghours qui ont déjà peut-être migré ailleurs, de se regrouper et de pouvoir venir vivre dans cette région. Donc, ensuite, en compensation, eh bien, la Chine pourrait renoncer donc à ses prétentions sur Taïwan pour faire plaisir donc aux Américains. Si on veut s'entendre, on peut toujours trouver une solution. Donc là-dedans, ben, écoutez, là, l'Europe y trouverait son compte puisqu'elle accepte cette voie commerciale, donc il faut bien garantir sa sécurité. Et la Chine étant l'allié de la Russie devrait pouvoir s'en remettre donc à la Chine sur cette zone. Bon, et j'en appelle donc aux rationalistes des peuples d'Asie, Chine et Japon. L'humanité ne survivra pas à cet état perpétuel de guerre, hein. Le calcul des Russes d'épuiser l'Ukraine ou ceux qui pensent qu'on va épuiser les forces armées russes, hein. Moi je ne sais pas lesquels des deux ont raison parce que j'ai lu un peu les deux, mais dans les deux cas, eh bien de toute façon ça ne fonctionnera pas, hein. On ira vers un conflit qui sera de plus en plus généralisé. On ira vers des retours en arrière, on ira vers des systèmes moyenâgeux de communautarisme, on n'avancera plus et on n'aura aucune possibilité de faire face à cette démographie qu'il faut à tout prix au niveau international avoir des accords pour la limiter dans tous les pays, hein, que chaque peuple puisse se renouveler, avoir sa sécurité. Donc je vais vous montrer aussi une autre petite carte, tiens. Voilà, où est cette carte? Ah. On retourne, voilà. J'en étais déjà passé. Je retourne sur la carte mondiale. Ah non, c'est pas celle-ci. Je m'excuse. Excusez-moi. Alors, voilà. Alors là, vous voyez, donc au-dessus, là, on a la Russie, et cette zone qui est en pointillé, c'est la Tchétchénie. Et la réserve de militaires donc, de Poutine, c'est ça, les Tchétchènes, parce que les Tchétchènes, ils en sont restés à l'époque de Mahomet, ça fait rien, on meurt, ou comme les barbares germains,
on meurt au combat. L'autre fou là qu'ils ont comme président, il a envoyé ses gamins de 15 et 16 ans sur le front. C'est pas grave s'ils meurent, ils vont au paradis. Et ça fait des populations, vous voyez, des zones pleines de militaires. Hein, quand ils auront plus le conflit qui va enrichir la Tchétchénie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se rabattre pour trouver des troupes de nouveau peut-être en Russie, ou est-ce que ça va pas être l'Europe qui en payera les pots cassés? Donc là, on a le problème de la Turquie qui est un allié de l'OTAN peu fiable. Mais bon, on va essayer quand même de s'entendre. Et là, vous avez l'armée unie, cette pauvre Arménie, vous voyez, pas très loin donc de la Tchétchénie, en plein en territoire donc islamique. Vous avez l'Azerbaïdjan qui commet des incursions et des crimes contre l'humanité donc en Arménie, hein, ça on n'en parle pas. Ils ont déjà récupéré une bonne partie du Haut-Karabakh, massacré une partie de la population et ça ne les arrête pas. J'ai entendu dire qu'il y a même des excursions sur le territoire même pas que le plateau du Karabakh, mais l'Arménie par elle-même. Donc, là, l'Arménie, eh bien, on peut dire que là, c'est sûr, hein, une base de l'OTAN à cet endroit-là, ça serait bien placé. Hein, ça contrôle aussi bien les Tchétchènes. Et les Russes, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein, je ne pense pas qu'ils vont prendre des risques pour Moscou. Donc, les premiers en ligne, là, ça sera ces abrutis de Tchétchènes. Hein. Si l'OTAN supprime cet apport militaire, eh bien, jusqu'où les Russes sont prêts à mourir. Et surtout, là, je crains fort qu'on épuise très rapidement la capacité militaire de la Russie. Donc, personne n'a à gagner quoi que ce soit dans ce conflit. Il est vraiment urgent que les gens fassent des efforts pour s'entendre et pour optique de régler les problèmes au niveau international, parce que sinon, hein, ce n'est pas dans 1000 ans qu'on va le payer. Hein. C'est vos enfants, même pas petits-enfants, c'est vos enfants qui vont payer les pots cassés. Sur ce, je vous laisse. Bon, je sais bien, tous ceux que vous êtes qui m'écoutez, c'est pas vous qui pourrez changer le monde. Mais voilà, eh bien ma foi, je sais pas si ma bouteille dans la mer peut servir à quelque chose, mais je la lance. À vous de lancer la vôtre. Bonne journée les amis, et gardons l'espoir.